Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de géopolitique et de finances mondiales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clivant et je m'attends à recevoir de nombreuses critiques de la part de la plupart des panafricains installés sur le continent ou de par le monde. Mais il faut en parler et il faut susciter le débat. N'oubliez pas, le but de cette chaîne, c'est de susciter largement le débat. Alors aujourd'hui, je vais faire un plaidoyer sur le franc CFA. Bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances et de géopolitique. N'oubliez pas de vous abonner car ici on construit des débats constructifs et surtout activez la cloche de notification et laissez des commentaires car c'est grâce à vos commentaires qu'on essaie de corriger la plupart des choses qu'on dit sur cette chaîne. N'oubliez pas que cette chaîne est 100% financée de manière autonome et est 100% articulée auprès du jeune africain présent sur le continent, nonobstant moi, qui permettent de faire avancer la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du franc CFA et je vais faire un plaidoyer, comme je vous l'ai dit tantôt, sur cette monnaie. Avant de faire le plaidoyer de cette monnaie, je vais d'abord faire l'état des lieux des autres zones monétaires ou des pays ayant leur monnaie souveraine sur le continent africain. Nous allons commencer avec le Ghana. Comme vous le savez très bien, le Ghana est en quasi faillite. Le cedi est la monnaie ghanéenne. Alors, le cedi est la monnaie la moins performante au monde en 2022-2023 avec une chute de près de 80% de sa valeur. Le Ghana est en limite quasi situation de faillite. Et n'oubliez pas une seule chose, quelle que soit la monnaie dans le monde, elle est adossée d'une certaine manière aux principales monnaies qui sont présentes dans le panier de devises des institutions internationales, telles que le dollar, la livre sterling, le franc suisse, l'euro ou le yen japonais. Alors, actuellement, le Ghana est en train de renégocier, en train de restructurer, de renégocier l'étalement de sa dette extérieure, qui est la principale dette exposée au risque de change. Et vu à l'accroissement des taux d'intérêt aux États-Unis, cela a directement impacté le Ghana qui s'était exposé à énormément de dettes extérieures, dont exposé au risque de change dans son pays. Le premier exemple nous montre à quel point une monnaie peut couler. Le deuxième exemple que je vais apporter ici, c'est le Naira. Le Naira nigérian, qui est le plus grand pays en termes de population et en termes de dynamisme économique d'Afrique à l'heure actuelle. Alors, sous la présidence du président Buhari, actuellement au Nigeria, le Naira a perdu énormément aussi. On a une inflation de près de 21% qui est actuellement juillet, avec un taux directeur de la Banque centrale du Nigeria qui tourne autour de 8% à l'heure où je vous parle. Et bien évidemment, quand une banque centrale a un taux directeur principal au taux de 8% qui représente le taux auquel les banques empruntent auprès de la banque centrale, imaginez-vous quelle est la valeur des prêts contractés en Naira auprès des Nigérians. Bien évidemment, il ne s'agit pas des Nigérians qui vont souffrir énormément de cette monnaie chez eux. Il s'agit principalement des Nigériens les plus riches. Il s'agit principalement des Nigériens de la rue qui, lui, ne peut pas emprunter en dollars, qui va devoir faire des activités financières en Naira et qui ne pourra pas emprunter auprès de la banque quand les taux seront usuriers. Donc oui, aussi, il y a un risque de contrôle de change actuellement au Nigeria parce qu'il y a la Banque centrale nigérienne, dont le gouvernement nigérien a instauré un contrôle de change. Figurez-vous que pour sortir ne serait-ce que 2000 Naira d'un guichet, il faut, qui représente à peu près 4 euros, si on ne se trompe pas, si je ne me trompe pas rapidement, il faut faire une queue. Il faut faire la queue parce que le gouvernement veut forcer les citoyens à utiliser la monnaie numérique car il y a une fuite de capitaux énormissime. En contrôlant la monnaie, de faire en sorte que toutes les transactions se fassent numériquement, ils ralentissent la fuite des capitaux. Et cela leur permet aussi d'éviter que la monnaie nigériane puisse être rachetée et transformée en dollars pour sortir l'argent et pour la sécuriser. Car actuellement, les Nigériens préfèrent détenir le dollar ou détenir le Naira. Dans le deuxième enseignement du cas nigérien, nous apprend tout simplement, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir une monnaie souveraine qu'on manipule au gré des politiques monétaires et des politiques économiques qui ne respectent aucun cycle et qui n'ont aucun timing pour au finish avoir le dollar comme vraie monnaie du pays? J'aimerais vous remarquer à titre illustratif que depuis quelque temps, comme exactement au Nigeria et au Ghana, la plupart des grands projets immobiliers sont vendus en quoi? En dollars US et non en monnaie locale.
pour vous montrer à quel point ces pays-là n'ont pas confiance à leur devise nationale. Le troisième exemple que j'aimerais mettre en exergue ici est le kwacha zambien. En effet, la Zambie actuellement fait aussi face à de nombreux problèmes de restructuration de sa dette. La Zambie aussi inquiète énormément le club de Paris et le club de Londres, qui sont la plupart des clubs qui financent les dettes extérieures des pays, aussi le FMI et la Banque mondiale, car ils n'arrivent pas à restructurer leurs dettes. J'aimerais signaler à titre d'exemple que la plupart de la dette extérieure africaine n'est pas détenue par les Occidentaux. Elle est détenue par la Chine, qui détient près de 200 milliards du jackpot de la dette extérieure africaine. Et quand je le dis, c'est pour vous montrer à quel point nos dettes sont vulnérables, car on a construit des mastodontes dans différents pays pour pouvoir développer nos pays, mais la conduite et les plans quinquennaux n'ont pas été respectés. Alors en Zambie aussi, tout comme au Nigeria, on s'alimente de plus en plus vers une économie où le kwacha est extirpé en faveur du dollar. Ils ont même essayé de renouveler leur billet en Zambie, comme ce qui a été fait aussi au Nigeria avec le Naira, car cela ne tienne, l'érosion n'arrête pas de se faire de plus en plus pressante et le Naira, comme le kwacha aussi, a perdu énormément sur les places boursières. Donc même la Zambie, comme le Ghana, en situation de faillite, car il n'arrive plus à compenser ses pertes malgré les énormes ressources naturelles que ce pays détient. Le dernier exemple en date, qui est un somme toute surprenant parce que c'est un pays somme toute l'un des mieux gérés d'Afrique actuellement, est le shilling kényan. Le shilling kényan est à son plus bas historique depuis un certain nombre d'années, à près de 136 shillings pour $1, ce qui est catastrophique pour l'économie kenyane et qui fait face aussi à une fuite de capitaux. Pour vous illustrer un peu l'exemple de tout ce qui se passe dans ces différents pays, figurez-vous que quand les premières sanctions sont contre la Russie, pour sanctionner la Russie contre l'opération militaire spéciale en Ukraine ou pour les Russes et la guerre pour les Occidentaux, qu'est-ce qui s'est passé? On a la monnaie russe qui a chuté drastiquement et directement la Russie a premièrement augmenté le taux directeur de sa banque centrale, mais aussi institué un contrôle d'échange pour éviter une fuite de capitaux. Alors au Kenya, on voulait être une économie toujours portés vers l'exploitation et l'échange, ils n'ont pas mis toutes ces précautions et on sait aussi que la Covid a aggravé plein de cas de ces économies africaines. On s'est retrouvé donc avec un événement où actuellement on a aussi l'économie kenyane qui va en pâtir du fait que sa monnaie est de plus en plus faible et principalement qui va être impactée sur le secteur informel et les petits épargnants qui ne peuvent pas épargner en devises étrangères ou bien ceux qui ont contracté des dettes en dollars et qui ont compter sur le marché intérieur avec une monnaie soutenue qui est le shilling pour pouvoir rembourser leurs dettes. Il vous est sans ignorer qu'actuellement, on vit à peu près la même situation similaire qu'ont vécu la plupart des pays asiatiques au début des années 90. Aussi, c'est un pays d'Europe centrale qui permettait des prêts en dollars et subitement leur monnaie a chuté et en faisant chuter leur monnaie, ils ont mis en risque tout leur tissu économique car le tissu économique échanger à monnaie locale pour rembourser des prêts en dollars. Et une fois que le taux de change augmente drastiquement en défaveur de ces monnaies-là, eh bien, on a des tissus économiques tout entiers qui tombent en faillite. Ces 4 exemples vous ont été présentés pour vous montrer à quel point il ne suffit pas d'avoir une banque centrale indépendante pour pouvoir se développer. Il va falloir absolument que nous, pays africains, surtout de la zone francophone, puissions comprendre qu'avec une monnaie qui est protégée et qui est gérée de manière locale, on établit exactement une stratégie. Oui, ce que j'ai présenté peut paraître très grave et peut soutenir le franc CFA d'une certaine manière, mais ça peut aussi le desservir. On va d'abord parler du fait que cela peut soutenir, parce qu'un grand pays comme la Corée du Sud, qui est la 13e puissance mondiale, on échange actuellement 1000 won pour avoir $1 US. Ce qui veut dire que le won est une monnaie extrêmement faible, donc extrêmement compétitive pour ce pays-là. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu de la discipline pour ramener les structures de production en Corée du Sud, ce qui fait que la production locale est de plus en plus compétitive et il y a une monnaie faible pour permettre l'exportation. Ceci a été le challenge de ce pays-là. Par contre, on est dans une situation où la plupart de nos pays ont des monnaies, somme toute, assez fortes comparativement à la Corée du Sud, mais lorsqu'elles subissent une déflation, une
baisse de la monnaie par rapport aux monnaies de palier de devises des monnaies internationales telles que le dollar et l'euro, on est directement impacté car nous sommes des économies qui importons de plus en plus. Ainsi, nous avons deux choix. Soit nous devons continuer à avoir des monnaies que nous pouvons gérer et se permettre d'augmenter le taux de change par rapport au dollar, ce qui nous permettrait d'être compétitifs et de ramener des capitaux chez nous, soit nous devons avoir des monnaies fortes pour soutenir purement nos importations. Il va de soi que la deuxième solution n'est pas la bonne, que la première est la meilleure. Mais le franc CFA, qu'en est-il actuellement comparé à tous ces exemples? Alors actuellement, le franc CFA est une monnaie relativement stable. Les zones présentes en franc CFA ont un taux d'inflation qui est relativement faible par rapport à toutes les zones monétaires dont je viens de parler, dont le Kenya, le Ghana, le Nigeria ou la Zambie, où on a des taux records d'inflation qui tournent autour de 20 à 100%, voire dans des pays comme la Zambie. Et même au Nigeria, où la situation devient de plus en plus critique, on a de plus en plus de grèves dues à cela. Alors, principalement, que devons-nous faire actuellement? Dans la zone franc CFA, actuellement, le principal but des principales banques centrales de la zone franc CFA, qui est la BEAC et la BCAO, c'est de juguler l'inflation. Actuellement, nous avons une inflation qui est relativement haute, qui est qu'aux cibles qui sont de 4%. On a plus de 6-7% actuellement comme target d'inflation. Ils sont en train de le juguler actuellement par plusieurs mécanismes qui sont faits au niveau de la BCAO et de la BEAC. Et cela permet actuellement à la zone franc d'être la moins impactée de toutes les zones monétaires autour d'elle, ce qui entrait actuellement au risque de change, et du fait aussi qu'on augmente les taux en zone euro et en zone dollar actuellement. Donc oui, nous avons une monnaie relativement qui subit des chocs qui sont liés aux différentes augmentations des taux d'intérêt dans les grandes zones monétaires que sont l'Europe et aussi les Amériques, les États-Unis. Mais contrairement à nos voisins qui ont des politiques monétaires plus agressives pour attirer les capitaux, sans gestion principale, sans gestion vraiment coordonnée de tout ce levier financier, on ne peut s'en sortir. Alors bien sûr, nous sommes au terme de cette vidéo. Vous avez très bien vu qu'il ne s'agit pas d'un plaidoyer en tant que tel sur le franc CFA. Il s'agit principalement de montrer que le franc CFA, somme toute, n'est pas forcément la monnaie que nous croyons qui pille actuellement nos économies, car lorsqu'on se compare, on se console. Il faut bien savoir, mettre un instrument comme une monnaie et aussi activer une sorte de dévaluation de sa monnaie ne sont toutes pas mauvaises, qu'à condition que cela attire des capitaux de plus en plus dans le pays. Nous avons l'exemple de l'Éthiopie, qui a une monnaie extrêmement faible, mais qui attire de plus en plus de capitaux, surtout chinois, mais ces capitaux sont investis dans le pays et qui bénéficient d'IDE de plus en plus importantes au sein de son territoire. Est-ce que le challenge futur va être, est-ce que nous voulons avoir des économies fortes qui permettent d'augmenter le tissu productif de nos pays, ce qui vient avec la production d'électricité, ou est-ce que nous voulons avoir des économies, somme toute, protégées avec une monnaie forte, mais être de plus importateurs, ça veut dire de plus producteurs, de plus consommateurs de ce qui est produit ailleurs. En gros, voulons-nous être la Suisse de ce monde ou voulons-nous être la Corée du Sud de ce monde? C'est à nous de choisir. Et dépendamment de notre choix, la bonne monnaie ira dans le bon sens. Merci d'être une fois de plus sur Why Not in Africa, mais surtout, restez zen.